Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bonjour à tous. Peut-être que c'est le matin quand vous écoutez ce podcast, peut-être que c'est le soir, peut-être que c'est la journée, peu importe. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille un de mes amis, Ali Outana. Vous le connaissez peut-être pas. Si vous êtes de la région de Rennes et que vous avez traîné dans les fitness parks, vous le connaissez peut-être. Mais sinon, à mon avis, ce serait difficile pour vous de le connaître. Il a peut-être un peu moins de notoriété en termes d'abonnés sur Instagram, etc., que les autres intervenants que vous avez vus dans ce podcast. Mais ça n'en reste pas moins quelqu'un de très, très, très intéressant avec qui on peut discuter pendant des heures et qui va vous apporter énormément de choses aujourd'hui, je pense. Pas mal de choses à dire. On va laisser Ali se présenter. Ali, merci encore une fois de m'accorder ton temps et je te laisse te présenter aux gens. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Qu'as-tu fait? Si tu es prêt à nous dire tout ça, on est parti. Go, merci à toi déjà pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir d'être là. Écoute, brièvement, je m'appelle Ali, j'étais à Rennes, justement, j'ai fait un de ce métier de la forme à Rennes, donc je suis diplômé coach sportif, que j'utilise pas d'ailleurs. Euh, j'ai fait, on va peut-être aujourd'hui se concentrer un peu sur la muscu, le sport et aussi l'entrepreneuriat, donc je vais aller dans ce sens. Je fais de la muscu depuis mes 16 ans, je pense. Donc bientôt 7 ans, plutôt 7 ans maintenant, 7 à 8 ans. Oh putain, la vache, 7 à 8 ans. Et, je suis entrepreneur aussi depuis mes 19 ans. J'ai commencé avec du coaching, mais que j'ai vite arrêté 2 ans après pour me lancer quasi à 100% sur une agence de marketing digital qui s'appelle AZ Media et qu'on gère avec un associé depuis 2019, il me semble. Voilà. Sinon, je suis originaire du Maroc, donc je suis pas français. J'ai peut-être un accent, ça s'entend pour les rageux. Et Pour les rageux, ouais. Non, très bien. L'accent est bon, mec. super. Et voilà. Sinon, si tu as des questions plus détaillées, n'hésite pas. Tu nous as dit que tu avais fait un Dust métier de la forme, donc ça, c'est un des parcours pour être coach sportif. Tu t'en sers pas Ça. aujourd'hui. Pourquoi tu t'en sers pas et surtout pourquoi tu as fait ce choix-là de métier? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais rentrer en Dust? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et pourquoi actuellement tu t'en sers pas, tu En soi, pour être honnête, je m'en suis jamais servi. Tu vois, donc même quand je coachais des gens quand j'étais encore étudiant. Euh, ça, j'ai toujours compris que le diplôme n'était pas forcément synonyme au savoir. Donc pour moi, le diplôme, c'était littéralement juste un truc pour faire plaisir à mes parents, pour qu'ils soient un peu plus tranquilles. Mais moi, je coachais depuis bien avant. De toutes les manières, sur mon Dust, j'ai rien appris que je connaissais. Là, je dis pas que j'ai la science infuse, mais c'était... Parce qu'en plus, c'était pas vraiment axé sur la musculation, la préparation physique, la nutrition et tout. C'était très axé sur les cours collectifs, les trucs dans des salles de sport lambda. Donc honnêtement, là, franchement, à part si j'ai appris à faire du step et de l'aérobic, mais et voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai jamais utilisé. Et sinon, pour le choix, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un bac S, spé physique, mention très bien, 17-40, je crois, au bac. Ensuite, j'ai fait médecine, PACES, que j'ai pas vite arrêté. J'ai arrêté au cours de la deuxième année parce que ça m'a saoulé. C'est parce que je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Entre-temps, je continue à m'entraîner et tout. Et c'est là que je me suis dit, je vais commencer à coacher des gens. Après, en même temps, les gens ont commencé à venir enfin, un peu naturellement au début, quand ils voient la transformation et tout. Quand ils voient le progrès, ils viennent te parler. Donc, c'est souvent des potes, des amis, d'amis d'amis et quoi. Et bon, j'ai commencé à accompagner des gens là. Et ensuite, je me suis dit, bon, je peux pas ne pas faire de diplôme, ça va faire chier mes parents marocains.
Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans un truc qui va un peu en parallèle avec ce que je fais maintenant, le coaching. Donc, j'ai fait le Dust. Honnêtement, j'ai fait un Dust de manière un peu aléatoire parce que je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire pour être coach sportif. Donc, je traînais en ligne. J'ai vu le Dust, j'ai fait ça. J'aurais pu faire autre chose, j'en sais rien. Donc, j'ai fait ça. Et puis en même temps, hein, de toute façon, ce qui m'a amené à Rennes, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, parce qu'on s'est rencontrés à la salle de sport, tu avais de sacrées performances dans mes souvenirs. Est-ce que tu t'entraînes toujours, Ali? Parce que tu avais un très gros squat, un très gros soulevé de terre, un très gros bench, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Très gros, ça va. Ça va. Si je m'entraîne toujours, et enfin j'avais arrêté, enfin arrêté, c'est un gros mot, mais j'avais vraiment réduit la cadence. Je pense que je suis pas le seul avec le Covid en 2020 surtout, un peu en 2021. Donc aussi je me déplace beaucoup, je voyage beaucoup, donc vraiment du mal des fois à trouver une salle. Ou bien si je me déplace quelque part juste 10 jours, tu vois, flemme d'aller tous les jours à la salle. Bref. Du coup, je me suis repris en main, je pense mi-2021, je crois l'été. Et là, c'est bon, j'ai repris un peu plus ou moins mes performances. Je sais pas si tu as vu l'autre fois sur Insta, je crois que je t'ai envoyé même. Je crois que j'ai squatté un 200. Au max, c'était 220, mais en low bar, là, cette fois, c'était en high bar 200 sans ceinture. Soulevé de terre, je suis en train de revenir. Donc l'autre fois, 240 pour 3 reps ou 4 reps, je sais plus. Sans ceinture, pareil. Et bench, j'ai repris mes charges habituelles. Donc non, honnêtement, je m'entraîne toujours. Toujours comment dirais-je, j'ai redécouvert la muscu, pardon, après un long arrêt. Tu vois, finalement, c'était un mal pour un bien. Quand tu reviens, j'avais envie vraiment de revenir au niveau dans lequel j'étais, puis là, ça va. Puis même là, physiquement, je dirais que je suis mieux. Parce que je suis au même poids qu'il y a 3 ans quand on s'est rencontrés, ou 4 ans, je sais plus. Mais même poids, mais moins gras. Du coup, Du coup, c'est mieux, ça, ça veut ça dire look ça. mieux et c'est plus intéressant. Du coup, il y a quand même un Ouais. gap entre faire 220 au squat, 240 au terre et donner des cours collectifs de step. C'était quoi sur le papier qui t'a fait rentrer pour un dust? Parce qu'il y a forcément un truc qui t'a intéressé. Sur le papier, c'était pas écrit, ouais, tu vas faire du step. C'était écrit, j'avais pas. En fait, je te dis, j'avais fait aucune recherche sur la formation. Vraiment, on m'avait dit juste que tu seras coach sportif. Et moi, c'est vrai que j'étais venu avec l'idée que coach sportif, parce qu'en salle, j'ai jamais fait de. Genre, moi, quand j'étais inscrit, inscrit dans des salles qui proposaient les cours collectifs. Mais moi, j'en ai jamais fait. D'ailleurs, je ne savais même pas des fois qu'il y en avait. Donc, pour moi, ça, c'était pas du sport. Je sais pas. Genre, j'ai toujours pensé que c'était pas du sport. Du coup, je me suis dit, bon. Et puis même les gens qui faisaient, enfin les coachs, entre guillemets, qui faisaient ça, c'était pas des coachs diplômés. Donc moi, je savais même pas qu'il fallait être diplômé d'un truc universitaire pour faire ça. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai fait aucune recherche avant d'intégrer le DUST. J'ai postulé pour un seul DUST, c'était celui de Rennes, alors que je crois qu'il y en a 3 en France. J'ai passé mes concours sans les préparer. D'ailleurs, je me suis fait genre, pendant les concours, tu dois passer des épreuves en muscu, mais surtout des épreuves en cours co. J'étais genre une tige, genre on dirait n'importe quoi. Alors là, je n'avais même aucune coordination entre mes bras et mes jambes et tout, c'était n'importe quoi. Mais bon, j'ai été pris pour X raisons. Euh, Puis c'est vraiment en faisant le dust que je me rendais compte que waouh, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et j'allais changer d'ailleurs. Pendant ma première année de dust, j'allais changer. J'ai été voir la responsable du dust, j'allais changer pour entrer en cursus classique de fac de sport, de STAPS. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, bon, c'est 2 ans, vas-y, je fais mes 2 ans et puis je me taille. Et ça a été une motivation supplémentaire justement pour ne jamais bosser en salle de sport et pour lancer vraiment mon truc de coaching qui soit vraiment rentable, que j'arrive à en vivre. Et du coup, c'est pour ça genre, ma routine quand j'étais à la fac, c'était fac, dodo euh, et coaching, enfin, développement du business, quoi. C'est tout. On ne me voyait pas. Comment tu t'es lancé justement dans le coaching et pourquoi, au final, tu as continué un petit peu après avoir eu enfin, après avoir fait tes études, ton Dust. Pourquoi tu as fait du coaching et comment tu as lancé le truc, sachant que c'était très digitalisé, tu étais
un des premiers à faire ça. Maintenant, tout le monde fait du coaching en ligne. C'est devenu la norme, on va dire. Comment tu as lancé ça? Pourquoi tu as lancé ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ça plutôt que faire du coaching en face-face? Euh, Comment j'ai lancé ça? C'était Instagram. C'était juste sur Instagram. Au début, genre, je savais même pas ce que je faisais d'ailleurs. J'avais aucune notion d'Instagram, mais genre, je lançais genre mes entraînements, je montais mes entraînements et tout. En gros, je faisais ce qu'il fallait faire, c'était donner de la valeur gratuitement. C'est comme si j'essayais de coacher les gens via Instagram sans qu'ils me parlent, sans que je leur parle. Tu vois, et donc, finalement, tu te retrouves à donner beaucoup de valeur gratuite. Et ça, ça attire vraiment les gens. Après aussi, il y avait, en toute modestie, il y avait le physique qui suivait, il y avait les performances qui suivaient. Et ça, naturellement, ça m'a ramené un peu de prospects. Et la plupart de mes prospects, tu vois, c'était pas comme training thérapie. Moi, ils venaient juste pour la performance, pour changer physiquement, surtout prendre du muscle et performer. Donc, vous, c'est plus performer dans la blessure, un peu au-delà de la muscu, il y a du crossfit, il y a du run, etc. Moi, c'était purement muscu, purement, la plupart, 90%, c'était prise de masse musculaire et performance, tu vois. Donc, ça commençait à venir naturellement. Après, tu vois, genre, je ne savais pas bien gérer, je sous-facturais de ouf quand j'ai commencé, parce que je ne savais pas, justement, j'avais pas beaucoup de références de personnes autour de moi qui faisaient ça. Je bossais comme un malade, tu vois, je ne connaissais pas les applis. Il y avait déjà même pas d'appli à l'époque. Donc, je coachais vraiment, c'était un suivi hyper détaillé. Et pourquoi je ne l'ai pas fait en one-on-one en salle de sport? Parce que je me suis toujours dit, ça revient au même vu que je ne travaille pas avec des personnes blessées ou des personnes qui ont vraiment besoin euh, d'un- d'être vraiment là pour eux, tu vois. Genre, je bosse avec des jeunes comme moi qui savent ce qu'ils font déjà, les mouvements qu'ils font, etc. Et qui veulent juste se développer, ils veulent un programme cadré et encadré. Et donc, ça avait du sens. Et du coup, je me disais, au lieu de prendre une personne pendant 1 heure et être payé tant, bah, ça se trouve, pour le même temps, je pourrais faire 5 programmes pour la même rémunération finalement. Et les gens, ils étaient cool avec ça d'ailleurs. Et bon, j'avoue que c'était un coaching très, très. On dirait même, on aurait dit même que c'était mieux pour les gens parce que j'étais disponible H24 sur WhatsApp. Genre, vraiment, je bossais plus que ce qu'il fallait. Toujours dispo, à changer de programme quand ils veulent. Très, très disponible d'ailleurs. C'est ce que tout le monde me disait. Ouais, donc voilà. Voilà pourquoi j'ai fait du coaching en ligne. Parce qu'honnêtement, c'était plus rentable au niveau de mon temps et de mon porte-monnaie. Et aussi de l'impact sur les gens, parce qu'au lieu d'aider 10 personnes à la fois, tu peux en aider 60. Et honnêtement, même les gens, du coup, ça les arrange. Et du coup, là, tu as soulevé un point qui est important, c'est le point du porte-monnaie. Ce podcast, il s'adresse à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, de se lancer dans une aventure qu'ils aiment pour faire de l'oseille ou pas pour faire de l'oseille. Hein. Là n'est pas forcément la question. Ouais. Le but, vous allez voir au fur et à mesure de ces podcasts quand vous les aurez écoutés, c'est surtout le développement de la personne qui est important parce que faire de l'oseille, c'est bien, mais si tu es millionnaire et que tu es triste tout seul, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de progresser soi-même et à travers ça, d'acheter sa liberté avec l'argent. Bref, on va y revenir au fur et à mesure. Du coup, en fait, là, tu es en train de nous montrer que tu avais l'équation parfaite entre quelqu'un qui gère les réseaux sociaux à la perfection, dans le sens où tu donnes du contenu gratuit de qualité aux gens pour les inciter à venir potentiellement payer du contenu payant, du coup, hein, qui a but commercial. Et en même temps, tu avais l'expérience du terrain qui fait que tu étais un bon coach parce que tu sais de quoi tu parles. Et en plus de tout ça, tu as les performances et le physique qui suit. Du coup, ça amène encore plus de monde. Tu vois, tu es à la croisée des trois chemins qu'il faut bien. Parce que si tu es quelqu'un qui a juste un physique de ouf, mais qui ne sait pas coacher, ça ne marche pas. Si tu es quelqu'un qui coach très bien, mais que tu ne sais pas gérer les réseaux, tu ne vas pas avoir de carnet d'adresse et les gens ne vont pas forcément venir te voir. Et en fait, ça, tu l'as expérimenté tout seul parce que je ne suis pas sûr que tu aies fait de formation ou du moins que quelqu'un t'ait appris à faire ça avant que tu te lances là-dedans. Justement, très, très bonne remarque. Si d'ailleurs, je me suis fait former. Enfin, j'ai acheté des formations, tu vois, j'ai acheté des formations en ligne. Et bah, tu vois, C'est je le savais même pas en fait. Bah, si, si, j'ai fait ça. Attends, pour te mettre dans le contexte, donc je coachais, tu vois, j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à prendre ça au sérieux sur ma deuxième année de Dust, parce que c'est en deuxième année que j'ai vraiment senti le stress. Je me disais, putain, il y a encore juste 9 mois. Et après les 9 mois, je dois vraiment avoir au moins de quoi vivre avec cette activité.
Donc, je savais pas que ça allait scaler, genre à des fois 4 000 € par mois, un truc comme ça, 5 plus des fois. Tu vois, donc j'avais pas cette vision. Mais au début, c'était genre l'urgence. Donc je me disais, putain, j'ai 1 an pour gérer ça. Et le deuxième truc, c'est que je me disais, euh, faut que je fasse ça rapidement, mais bien. Tu vois, de manière, comment dire en anglais, sustainable, durable. Et donc j'ai commencé par acheter plein de bouquins sur l'entrepreneuriat, sur rien en rapport avec le sport, tout en rapport avec la gestion des finances, l'entrepreneuriat et le mindset. Parce que j'avais rien de tout ça, honnêtement. Donc, j'avais pas l'argent, j'avais pas les idées, les compétences, ni le mindset d'ailleurs de l'entrepreneur. Il y a aussi un autre truc qui m'a vraiment motivé. C'était parce qu'en première année, j'ai fait un stage dans une salle de sport. Et donc, évidemment, les stages, tu n'as pas trop le choix. Tu fais les activités qu'on te demande de donner. Donc, je donnais aussi des cours collectifs et tout. Donc, ça m'a saoulé de ouf de donner des cours collectifs. Genre vraiment, c'est un peu l'expérience de quelqu'un, tu sais, qui va au bureau tous les matins de 9h à 17h, mais genre qui déteste sa life. Donc ça, c'était ça. Donc ça, je me suis dit, putain, plus jamais de la vie, je fais ça. Et deuxième truc, c'est que je me disais, putain, je vais faire tout ça. Genre, des fois, tu enchaînes body pump, attaque et RPM. Je sais pas si tu connais un peu le concept, mais c'est vraiment hard. Hard, des fois, et des fois tous les jours, pour être payé 1 200 € frère. Je me dis, non, non, il y a bien une façon de faire autrement, tu vois. Et aussi, troisième truc, c'est que à l'époque, du coup, mon ex, elle était en école de commerce et tu vois, elle a reçu des propositions d'emploi à 4 000 5 000 € par mois. J'étais en mode, mais frère, mais on était dans la même école, j'ai eu un bac mieux. C'est pas que, genre, c'est pas une compétition en soi quand tu es en relation, mais tu te dis, putain, wesh, non, je peux mieux faire, je sais que je peux mieux faire. Là, je parle uniquement d'un côté pécunier, rien qui a rapport avec la philosophie ou genre ce que moi j'ai envie d'atteindre. Mais à un moment donné, tu te dis, il faut que je gagne de l'argent déjà avant tout. Euh, donc, j'ai commencé, bref, pour pas trop. Je m'étale, là, tu me dis si je m'étale. Étale-toi, mec, Mais étale-toi, on a le temps. vas-y. Et donc, je me souviens, c'était vers novembre, je crois. Donc, j'ai fait septembre, octobre, tout seul. Ça va, je commençais à avoir plus ou moins des clients. Mais je me suis dit, putain, il faut vraiment que j'apprenne à gérer ces réseaux sociaux-là. Euh, je savais pas comment faire, je savais pas comment lancer des pubs, je savais pas comment faire du contenu genre organique et tout. Et donc, j'ai acheté la formation de Tai Lopez. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Tai Lopez en francophonie. Si? Ok. Donc, Tai Lopez. Et ensuite, en soi, lui, il proposait une formation pour les gens qui veulent ouvrir une agence de marketing digital. Moi, je me suis dit, bon, je m'en fous du côté agence, mais c'est ce que j'ai trouvé sous la main pour apprendre juste le côté comment délivrer le service de l'agence. Tu vois, donc moi, je suis parti directement dans les modules délivrer le service. Et c'est dans ces modules que je m'attendais à avoir une idée sur la gestion des réseaux, etc., etc. Il s'avère que non. Du coup, c'était des modules un peu bidons, tu vois, c'était bateau et tout. Parce que la plupart des autres modules, c'était justement, enfin, le gros de la formation, c'était comment avoir du coup une agence, attirer des clients, les signer, les closer, etc. J'étais un peu déçu au début. Après, je me suis dit, tiens, quand même, je vais regarder tout. On ne sait jamais, je vais quand même apprendre des trucs. Et il y a un module où il parlait d'un audit. Tu vois, il te disait comment signer un premier client. Tu vas chez lui, tu lui fais un audit gratuit. En soi, c'est encore une fois donner de la valeur gratuite. Donc, un audit complet gratuit en ligne. Après, la personne en question, elle sera intéressée. Après, tu vas pouvoir la signer. Et j'ai fait exactement ça, mais de manière totalement, de manière totalement freestylée. Et genre, j'ai juste porté mes couilles et j'ai été voir justement Fitness Park. Parce que du coup, là, j'étais en stage chez Fitness Park. Je n'ai pas donné leur prénom, mais il faut savoir, à Rennes, c'est une association de deux frères qui ont les 3 Fitness Park. Donc, je les ai vus et finalement, je les ai signés. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une agence de marketing digital. Ça m'a permis d'apprendre à gérer une agence. Donc, j'ai fait ça avec un associé en même temps. Tout ça, j'avais un pote très, très proche qui était dans le marketing bien avant moi. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur le truc du coaching. Donc, ça avait du sens pour moi de bosser avec lui. Donc, on se partageait le salaire. Et en même temps, ça m'a aidé justement à avoir une sécurité financière. Parce que genre, je crois que j'étais payé mieux que la plupart des employés du coup à Fitness Park, alors que j'étais encore en stage.
entre guillemets. Je sais pas, tu veux que je donne les chiffres? Bien sûr, on aime les chiffres Ok. ici. Ok. Donc, si je me souviens bien, je crois que j'étais payé 2K par mois. Donc 2000 par mois pour gérer les réseaux, genre littéralement juste poster sur Instagram et tout, Facebook, des fois faire de la publicité payante sur les trois clubs. Donc c'était vraiment facile, un peu je bossais de chez moi. Donc c'était cool. Donc, ça m'a donné un peu de fonds pour vivre mieux déjà et pour me former plus. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait à un moment, c'était le coaching et l'agence, entre guillemets, si on peut dire agence. Mais, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à choper plus de clients en agence et en coaching et j'étais encore en cours. Donc c'était un peu long. À un moment, c'était trop, mais je m'en foutais à un moment. Genre, je gagnais vraiment bien. D'ailleurs, à cause de ça, j'ai raté ma première. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, j'allais pas avoir mon Dust. J'ai eu 4. Après, je suis passé en session de rattrapage. Et d'ailleurs, la plus grosse raison pour laquelle j'ai eu 4, c'était à cause de ma tutrice de stage, pas Émilie. Je pense que tu connais Émilie. Tu te souviens d'Émilie qui était à Fitness Park? Donc, c'était pas Émilie. Émilie avait quitté Fitness Park, il y avait une autre. Je vais pas donner son prénom, mais je pense que tu sais qui c'est. Et du coup, genre, c'est pendant quand tu présentes, c'est pas une thèse, mais je sais plus comment ça s'appelle, bref, à la fin du diplôme, pour avoir ton diplôme, il me disait, c'est quoi, où est ton CV, ta lettre de motivation, tu vois, pour aller postuler dans des salles. Je leur ai dit, j'en ai pas fait. J'en ai pas, j'ai pas de CV. Parce que, pour être honnête avec vous, voici combien je gagne. Tu vois, j'ai fait l'erreur ultime d'être honnête. Je leur ai dit, voici combien je gagne avec mon agence, avec mes coachings. Tu vois, la meuf, elle était là, what the fuck? Moi, je crois que c'était 6 ou 8K, un truc comme ça par mois. Du coup, elle leur a dit, vas-y, Donc elle a alors, commencé attends, à me attends, tacler. attends, attends. T'es étudiant, on est d'accord, hein? Ouais, ouais, ouais. T'as quel âge? Là, à ce moment, c'était, je crois que j'avais 20, 21, je sais plus. T'as 20 ans, tu fais entre 6 000 et 8 000 par mois. Avec l'agence et tout, donc pas dans ma poche, vu que j'ai un associé, Ouais, mais allez, c'est ce que ça même, chiffrait. mettons que c'est la moitié, etc., impôts, tout le Ouais, bazar, entre 3 et 4 000 ouais. par mois en étant étudiant à 20 ans, de chez toi, du coup. Ouais, de chez moi, du coup, ouais, c'est ça. Ok, vas-y, continue. Euh, mais bon, eux, je leur ai pas dit que j'avais un associé. Bref, pour eux, c'était ça. Et du coup, devant ma gueule, elle a commencé à me tacler en mode j'étais mal poli avec les gens genre à Fitness Park. Genre, parce qu'en même temps, j'ai continué mon stage. J'étais mal Alors, poli que je venais pas. je te coupe, je témoigne, c'est complètement faux, hein. Et oui, mais je sais, parce que on sait que c'est faux parce que ces remarques sont venues après le fait que j'ai dit pourquoi j'ai pas de CV et combien je gagnais. Tu vois? Je pense même avoir dit, tu vois, parce que de manière totalement genre, honnête, tu vois, parce que il y avait ma tutrice et il y avait la responsable de formation que je kiffais, genre, on était proches, tu vois. Genre, elle m'aimait bien parce que je majorais sur pas mal de modules à la fac, mais c'est juste parce que j'étais en médecine avant. Et il y avait un autre gars qui était responsable des stagiaires, tu vois, on s'entendait bien. Donc, eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle donne des remarques comme ça. Et elle a commencé à me tacler, genre, gérer mal, que je venais rarement, alors qu'elle savait pertinemment que c'était un travail à distance que j'avais. Bref, du coup, j'ai eu 4, je crois, un truc comme ça. Et vas-y, je suis repassé en session de rattrapage et je l'ai eu, genre, tranquille. Et je pense, justement, j'avais même dit, avant qu'elle commence à me tacler, j'avais dit, ouais, genre, j'ai pas de CV et tout. Et d'ailleurs, parce que c'était vrai, d'ailleurs, genre, si j'avais mon diplôme là, je serais parti à Barcelone, ensuite à Dubaï, parce que j'avais déjà pris mes billets et tout. Et je crois que j'avais dit ça. Euh, du coup, je crois qu'elle n'a pas trop kiffé le fait que j'enchaîne Barcelone-Dubaï. Je crois qu'elle préférait que je fasse Dubaï puis Barcelone. Je sais pas. Mais, mais voilà. Ça, c'était une petite anecdote. Et c'est Du là aussi que coup, j'ai appris que tout le monde n'est pas ton pote. Il ne faut pas tout donner à tout le é- monde. évidemment, évidemment, ça c'est sûr. Alors, du coup, tu as 20 ans, tu fais plus d'oseille que la plupart des gens ne feront jamais dans leur vie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. De là, nous, on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Hmm. On s'est rencontrés à la salle, normal, on a discuté, rien de fou. Et nous, on avait lancé Training Therapy dans ces eaux-là, hein. Je pense que ça devait être je ne sais plus exactement quand on a lancé la page Instagram, 2017 peut-être. Il n'y avait pas de but vraiment derrière ce qu'on faisait. C'était
donner du contenu qui était, selon nous, de qualité. Alors, si on y repense maintenant, on trouve ça complètement pourri. Mais bref, là n'est pas la question. Et nous, on maîtrisait absolument pas les réseaux. C'était vraiment pas notre truc. Du coup, on a fait appel à toi et à ton associé pour essayer de mieux comprendre les choses, de générer un peu plus de cash parce que forcément, c'était le nerf de la guerre. Et du coup, vous nous avez appris à gérer les réseaux sociaux. Donc déjà, merci. Premièrement, merci pour toute cette expérience. Aujourd'hui, on fait tout seul. À part toi et Zakaria, personne ne nous a jamais accompagnés là-dessus, d'ailleurs, sur rien du tout. On fait tout seul actuellement et ça fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'on a trouvé notre truc, on va dire. Je ferai un podcast spécialement destiné à ça pour raconter un peu combien on faisait de chiffre d'affaires au départ, combien on fait maintenant, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic, etc. Comment ça se fait que maintenant on peut vivre de ça, etc. Ça vous intéressera, je pense. Tous ceux qui sont kinés ou prépa physique et qui ont envie de se lancer là-dedans, vous serez intéressés. Comment tu as lancé justement l'accompagnement que tu fais maintenant et que tu as fait d'entrepreneurs, on va dire ça comme ça, qui veulent se lancer justement sur les réseaux pour gérer un petit peu le marketing digital, sachant que tu l'avais expérimenté sur toi. Je me répète encore, mais faire 6 à 8 000 de chiffres à 20 ans juste avec un téléphone, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que potentiellement tout le monde peut le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu l'as fait, c'est que c'est faisable. Comment tu as fait pour te Ouais. dire, bah, je change de créneau, j'arrête le coaching, car c'est ce que tu as fait après, et je me lance dans l'accompagnement des gens qui veulent faire comme moi, justement. Voilà, tu as parlé t'as soulevé plein de trucs qui sont hyper intéressants, surtout pour les gens qui nous écoutent. Il faut savoir un truc déjà sur moi. Je suis la personne la plus stupide dans le monde entrepreneurial. Pourquoi? Parce que j'ai aucune expérience. Genre, honnêtement, j'ai vraiment aucune expérience. Quand tu vas parler à des gens qui sont entrepreneurs aujourd'hui, euh, quand tu leur demandes, tu sais, dans leur enfance et tout, il y en a tous qui bicravaient un truc. Genre, ils ont tous vendu des POC. Ils ont vendu au moins un truc dans leur vie où ils ont essayé des petits jobs. J'ai jamais fait ça, tu vois. Genre, j'ai vraiment jamais rien fait de tout ça. J'ai toujours été la personne timide, introvertie, que d'ailleurs je suis encore aujourd'hui. Euh, mais ça, encore une fois, ça soulevé un autre sujet de comment est-ce que tu peux entreprendre en étant introverti. Bref. Euh, tu vois, genre en mode, j'ai jamais rien fait de tout ça. Surtout pour mon père, que tu connais d'ailleurs, son mindset, lui, c'était vraiment, il faut bosser à l'école. Pas, genre, il n'était pas dur avec moi, mais genre, il me disait, ne te soucie de rien du tout, pas d'argent, rien du tout. Va juste faire ton école, ce diplôme, et ne pense jamais à l'argent, on va toujours être là pour toi. Donc, je suis vraiment, d'ailleurs, je suis d'ailleurs très, très content pour ça. Euh, mais du coup, j'avais aucune expérience. Et la seule raison pour laquelle j'ai tenté l'entrepreneuriat, c'est parce que je me disais, Nick, je vais jamais bosser pour quelqu'un pour être payé le SMIC, c'est tout. Genre, ça se trouve, j'aurais continué médecine, j'aurais jamais été entrepreneur. Ou peut-être bien après, je sais pas. Tu vois, donc c'était peut-être par ego, parce que je connaissais un peu genre, la valeur que je peux apporter. Je savais très bien que ça n'équivalait pas du coup à ce qu'on me proposait comme rémunération au salaire. Donc ça, c'est vraiment un truc à dire aux gens, c'est que tu n'as pas à avoir une expérience au préalable pour pouvoir réussir. Euh, donc voilà. Ensuite, deuxième truc par rapport à l'agence. Oui, j'ai arrêté le coaching. Je me souviens, j'ai lâché mes derniers clients. C'était pendant le pic du Covid en 2020. Euh, j'ai lâché parce que, tu sais, j'avais même fait une formation avec vous, d'ailleurs, avec Maëlys et tout, que, qui avait beaucoup, un fort potentiel. Mais bon, ça, j'ai rentré déjà dans la phase de ça me saoule. Ça a vraiment commencé à me saouler, parce qu'encore une fois, je le répète, je suis quelqu'un d'introverti, j'aime pas trop parler aux gens. Et à un moment, quand tu vas gérer 20 ou 30 ou 40 personnes à la fois, tu reçois tout le temps des messages, et même par message, du coup, ça me saoulait. Euh, donc, j'ai pris le risque aussi financier d'arrêter, honnêtement. Et tu te doutes bien que ça m'a enlevé une grosse partie de mon revenu. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je suis encore jeune. Combien, attends, J'ai rien à je perdre. fais une petite pause. Combien tu gagnais à l'époque justement du Covid, là, quand tu faisais le coaching, plus l'agence où tu aidais tout ce qui est entrepreneuriat digital, marketing digital sur Internet, combien tu gagnais à peu près par mois à cette époque-là? Ça a chuté avec le Covid, hein. Donc, Avant, juste avant, avant en fait, tu vois, quand tu avais les deux activités encore. euh, je sais pas, peut-être dans les 10 12.
je pense. Profit, bénéfice. Je parle toujours en bénéfice parce on vend des services, donc quasiment tout le chiffre d'affaires, c'est quasiment des bénéfices. Donc Donc ouais, c'est ça. 12 000, sachant que à cette époque-là, tu étais retourné au Maroc ou pas? Non, je voyageais beaucoup d'ailleurs. Je voyageais beaucoup et donc je faisais aucune épargne. Donc, on peut dire entrepreneur nomade digital, etc. C'est un peu le terme de tout ça. Avec Mhm. 12 000 € par mois, quand même, tu es plutôt bien, largement bien même pour vivre. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir encore faire plus? Honnêtement, comment dirais-je? Faire plus n'a jamais été, ça a toujours été une conséquence, tu vois. Euh, D'ailleurs, comme je te dis, bon, avec le Covid, ça a chuté, parce qu'on avait pas mal de clients c'était des business, pas des business physiques, mais ils étaient dans l'immobilier, dans l'hôtellerie et tout. Donc, évidemment, on a perdu c'était un gros fouet quand même. Bon, c'est pas grave. On s'est réadapté et puis on continue d'avancer. Mais tu vois, le chiffre d'affaires en soi, il augmente pas forcément parce que je le veux, mais il augmente juste en maintenant une certaine routine et une certaine discipline. Et en mettant en place les bons process et tout, ben, finalement, ça commence à prendre petit à petit. Donc, j'ai jamais, je me suis, enfin, si tu te dis toujours j'ai envie d'augmenter, je me suis rapidement rendu compte que quand tu mets un chiffre, genre tu te dis vas-y, j'ai envie de faire 20, que tu n'as pas un plan d'action, tu ne vas jamais le faire, alors que tu te mets un plan d'action et finalement, la conséquence du plan d'action, j'ai vite compris que tu n'as pas forcément la main dessus. Euh, ça se trouve, tu vas atteindre ton objectif, tu vas peut-être l'exploser, tu vas peut-être pas l'atteindre. Donc, honnêtement, moi, j'ai arrêté de me fixer des objectifs financiers. C'est plus, je me dis, j'ai une routine, je vais la garder, je vais regarder mes process, je vais regarder comment je fonctionne, comment ça fonctionne. Là, je fais beaucoup plus attention, par exemple, au service client. Vraiment, c'est vraiment le focus de 90% de mes efforts. Parce que je me suis rendu compte que finalement, quand tu vends un service, tu as beau faire le meilleur marketing, vente et tout, process de vente, prospection et tout. Franchement, si tu peux garder tes clients satisfaits, tu n'auras plus jamais de toute ta vie à te soucier d'argent. Vraiment, jamais. Du coup, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi ton taf actuel là en 2022, début 2022? Le podcast il va sortir en mars, je pense. Donc il y aura un petit peu de décalage avec le moment où on enregistre, où on est en janvier. Vous me connaissez, j'aime bien avoir de l'avance dans ce que je fais pour être régulier. Donc je fais toujours les choses en avance. C'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est comme ça, c'est pas au jour le jour. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça. Bref, qu'est-ce que tu fais actuellement comme taf? En quoi consiste ton boulot, Ali? Pour faire simple, on va voir les e-commerce, donc les boutiques en ligne qui utilisent Shopify, et on leur propose de faire de la publicité, genre de gérer leur publicité, leur campagne publicitaire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Google, sur TikTok, sur Snapchat, et également leurs emails. Là, dernièrement, on est en train de bosser sur une offre où on n'est pas du tout rémunéré au mois, on est uniquement rémunéré au résultat. Et je pense que c'est ça, ça va être une offre qui va exploser notre chiffre d'affaires. En soi, on bosse et si on n'atteint pas une certaine rentabilité, puisque tout est chiffré, euh, on n'est pas rémunéré. Et si on l'atteint, on prend un pourcentage de ce que tu as rapporté. On a testé ça pendant 3 mois, les 3 derniers mois de 2021, et on n'a jamais autant chiffré que ça. On a testé avec un seul client et on a fait x5 sur sa facture. Euh, donc, on va faire ça. En gros, c'est ça. On peut aller dans les boutiques en ligne, on leur fait leur pub pour qu'ils gagnent plus d'argent de manière rentable. Et combien vous êtes dans l'agence pour faire ça? La dernière fois qu'on avait parlé, je crois qu'on était 5, là on est 2. J'ai j'ai enlevé quasi tout le monde euh, parce que je me suis rendu compte, euh, ça c'est encore une fois, c'est juste ça a à faire avec mon boulot. Tu vois, mon boulot ne demande pas une force humaine. Parce que une fois les campagnes sont lancées et tout tourne bien, il y a pas, tu vois, je peux littéralement des fois faire si je bosse juste sur les clients, ça va faire 4 heures par semaine des fois de travail, tu vois. Donc c'est pas très gros. Donc je me suis dit, putain, à un moment, c'était juste par ego que genre, je prenais des gens en plus, genre à chaque fois.
Genre, je me dis, ouais, j'ai une agence où il y a 6 personnes et tout à plein temps, et nique, ça sert à rien. Genre, je me suis rendu compte que ça servait à rien. En plus, il rapportait pas plus de chiffre d'affaires à mon truc, donc, ciao. Ok, donc vous bossez à deux comme au départ, en fait. Ouais, mais on cherche pas comme au départ. Non, mais aussi, ce qui a aidé, c'est que ça fait 3 ans, je pense, que ça tourne. Donc, on a vraiment des process, genre limpides, genre smooth. Donc, tranquille. Ça, les amis, c'est l'expérience. Je me reconnais dans ce que dit Ali. Si je me revois, moi, il y a 3 ans, comment je gérais Training Therapy, le temps que je passais pour faire des choses qui aujourd'hui me semblent insignifiantes et qui me prenaient à l'époque peut-être 1 heure, maintenant qui me prennent moins d'1 minute. Vraiment, l'expérience vous permet d'acquérir ça. Et aujourd'hui, tout est plus simple quand on a expérimenté les choses, quand on a raté, quand on a loupé, quand on a mal géré certains process. Et vraiment, ça permet de se développer de plus en plus. Donc, c'est très intéressant. Au final, on revient un petit peu à ce qu'on fait au départ, mais on le fait mieux en réalité. Du coup, tu t'adresses à qui, en fait, comme marque, comme entreprise, comme entrepreneur? Aujourd'hui, c'est qui tes clients? Bah, c'est les boutiques en ligne, tu vois. Genre, pour donner l'exemple d'une boutique en ligne, Gymshark, ils vendent en ligne. Donc, ça peut être la vente de vêtements. On a des clients qui vendent des vêtements, on a des clients qui vendent des infusions, on a des clients qui vendent des jouets, on a des clients qui vendent des trucs en rapport avec l'alimentation. Et particulièrement, on bosse avec les business français et francophones pour le moment. C'était aussi, on a bossé avec des anglo-saxons. On a aussi des personnes qui vendent de la maroquinerie et tout. Bref. Euh, mais du coup, voilà. Ils doivent juste être sur Shopify. Et s'ils ne sont pas sur Shopify, on les ramène sur Shopify. Et du coup, actuellement, là, vous êtes tous les deux. Combien elle génère de Mais bénéfices d'ailleurs, la société? Ouais, dis-moi, dis-moi, dis-moi. pour te dire, euh, je suis dans un groupe de plein d'autres agences qui font un peu comme moi. Euh, et la plupart, et genre vraiment, il y en a qui génèrent 60, 80, 100. Je te parle en bénéfice, hein. Mensuel, ils sont 3, 4 max. Tu vois, donc et quand tu leur parles, ils reviennent à dire la même chose. Une fois que tu as des bons process, ça sert à rien de scaler une équipe quand le besoin n'y est pas. Tu vois, et tu vas peut-être même juste créer de la confusion au sein de ton équipe. Après, bon, si vraiment ta troisième personne, elle est submergée de boulot, oui, ça a plus de sens de ramener des gens. Euh, mais nous, on fonctionne un peu en cluster. Donc, je me dis que connaissant la capacité de chaque personne et connaissant aussi la charge de travail de chaque client en soi, que je signe avec mon agence, je sais très bien qu'une personne peut gérer 10 à 12 comptes à la fois. Donc, une fois j'ai 12 clients, si j'ai 13 clients, je vais prendre une nouvelle personne qui va gérer ce client en plus. L'autre va garder ses 12 clients. Et ensuite, c'est un peu comme un cluster, tu vois. Donc, chaque personne aussi, elle est autonome parce on a des process, on a des SOP, donc Standard Operating c'est procédure opérationnelle standard, je sais pas comment dire en français. Mais tu vois, genre, c'est écrit en détail ce qu'il faut faire, etc. Donc, tu vois, même si j'ai quelqu'un qui rentre dans l'équipe, il va vite savoir ce qu'il faut faire, il va pas trop me poser de questions et on va continuer à être performant. Après, je pense que tu allais me poser la question sur le chiffre. Bah, comme je t'ai dit, 2020, c'était une année dure pour l'agence à cause il y avait beaucoup d'incertitudes dans le marché en général, donc ça nous a pris un peu de temps. Euh, là, on, là, on tourne, à, je sais pas. Mais je crois qu'en 2021, on était à plus de 100 000 annuels. Donc, plus de 10 quand même, c'est toujours ça, c'est toujours 10 je pense. Je parle en bénéfice. Mais 2022, normalement, on va pouvoir facilement doubler ça, voire le tripler. C'est quoi la vie d'un mec qui n'a pas de patron et qui fait minimum 10K au mois? C'est quoi la vie? C'est quoi ton quotidien? Mec, c'est relou. Des fois, tu as le droit de te réveiller à 11 heures. Non, mais en soi, et pour être honnête avec toi, je sais pas.
En fait, je ne pourrais pas te dire parce que j'ai pas de point de comparaison. J'ai jamais eu de patron, à part les 6 mois où j'étais en stage. Et même là, Ah non, mais dis-moi, comment j'ai- tu vis actuellement, tu vois? moi, En comment quoi je vis? consiste ta vie, tu vois? Ben, je me lève tous les matins. Après, ça dépend des saisons. Là, en ce moment, je me lève plus tôt. Des fois, je me lève plus tard parce que je continue de bosser la nuit. Donc, ça aussi, c'est de la flexibilité que j'ai dans mon quotidien. Je me lève, tu me connais, pas de petit-déj. J'ai l'intermittent jusqu'à là encore, j'ai encore rien mangé. Il est quasi 15 heures. Il faut qu'on speed. Je rigole. Genre, je vais peut-être manger à 17 heures aujourd'hui, un truc comme ça. Voilà, je me lève, je regarde un peu. La veille, normalement, j'avais écrit ce que j'avais à faire pour le lendemain. Du coup, je regarde mon truc, je fais mon petit café et je me mets devant mon ordi. Donc, je bosse, je bosse. En général, la première moitié de ma journée, c'est sur les actions qui vont développer l'agence. Que ce soit prospection, si j'ai des appels avec des prospects, des process de vente, la landing page, conversion et tout. Et la seconde partie justement de ma journée, c'est délivrer les services. Vu que ça prend pas trop de temps, regarder si les campagnes fonctionnent bien, collecter le cash chez les clients, etc. Donc voilà, en soi, ça c'est ma journée classique. Après, en fin de journée, je vais à la salle. Bien entre les deux blocs de travail, je vais à la salle. Euh, Et puis voilà, après, ça c'est honnêtement au quotidien, c'est la vie d'un entrepreneur ou la vie de quelqu'un qui a une agence. Après, je sais pas pour les autres. C'est très très boring, c'est ennuyeux. Genre, il y a une grosse routine. Juste la différence, tu vois, comme on disait avant de commencer à enregistrer, là j'en ai marre un peu de l'Europe avec les restrictions là. Du coup, si j'ai envie de prendre un billet, j'irai peut-être à Bangkok ou Medellín ou genre peut-être São Paulo, rester là-bas 6 mois ou un an. Donc ça, c'est peut-être la différence. Et aussi le fait que j'ai pas aussi, parce que depuis du coup qu'on s'est ramassé la gueule en 2020, je me suis dit, ah, faudrait peut-être que je commence à faire de l'épargne. Genre, tout ce que je gagne, je ne dois pas le dépenser. Donc même aujourd'hui, tu vois, genre, j'ai plus la pression financière. J'ai un peu d'épargne. J'ai des clients, comme je t'ai dit, j'ai fait la bonne chose de faire le focus sur mes clients. Donc là, j'ai des clients hyper satisfaits. Je sais qu'ils vont rester à vie. Donc, je peux vraiment en plus me projeter sur mes chiffres d'affaires, me projeter sur plein de trucs. Donc là, ça commence à prendre un peu plus de sens, notre activité. Et puis, ouais, de toute façon, ce qui vient avec ce que je fais, c'est surtout la liberté temporelle, finalement, et spatiale aussi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je vais rebondir pour comparer avec ce que je fais moi. Alors, vous le savez, ceux qui écoutent le podcast, je suis toujours kiné, donc je travaille toujours un petit peu au cabinet, même si c'est très, très limité, de plus en plus limité. Moi, pareil, je travaille beaucoup de chez moi ou de n'importe où je suis. En fait, je peux travailler ça peut être de Paris, de Rennes, dans une gare d'aéroport, peu importe. Je peux travailler partout. Je vais me lever le matin, je vais allumer mon ordinateur, je vais travailler sur mes coachings. Après, je vais créer du contenu pour Instagram. Après, je vais créer du contenu pour Facebook. Après, je vais créer du contenu pour les formations. Après, je vais m'entraîner parce que je suis quelqu'un qui aime s'entraîner et je vais le mettre sur Instagram parce que ça fait partie de ce qu'on vend et c'est notre image, donc c'est quand même important. Après, je vais peut-être manger, faire une micro-sieste, faire un podcast avec Ali, par exemple. Après, je vais retourner sur des coachings, je vais appeler des clients pour échanger sur leur progression. Je vais retourner m'entraîner si je peux m'entraîner 2 fois. Je vais rebosser, remanger et après, je vais me coucher. Donc, en fait, la vie de quelqu'un qui entreprend sur Internet, c'est pas être à Dubaï dans une Lamborghini et faire du quad après dans les dunes le soir. C'est absolument pas ça. C'est extrêmement chiant. Il n'y a aucun truc spectaculaire. Alors moi, c'est du kiff. Moi, j'aime bien faire ça. Je suis content en fait parce que je suis chez moi, je suis avec mon chien, je peux aller me balader si je veux dehors. Et le truc que tu as dit qui est très, très important, c'est que là, tu vois, par exemple, je décide dans 2 semaines de partir au ski pendant 3 semaines. Je pars au ski pendant 3 semaines. Tant que j'ai mon Mac avec moi, je peux travailler un petit peu à distance. Peut-être que Tu je vas skierai vraiment, tu moins vas que... aussi? Ouais, ouais, vraiment, ouais. Peut-être que je skierai moins que si j'étais en vacances strictes, comme je pouvais faire à l'époque et qui me paraît complètement impossible maintenant. Mais je fais un petit peu ce que je veux dans la limite des finances, évidemment, parce que tout est dicté par Mm. les sous dans ce monde. Tu as dit un truc à la fin là qui était hyper intéressant. Tu as commencé à investir parce que tu t'es dit que tu allais prendre en compte l'avenir qui est quand même important, même si il Ouais. faut vivre au jour le jour. Mais bon, cette doctrine, elle a quand même ses limites. Qu'est-ce que tu fais comme investissement? Est-ce que tu peux nous le dire? Est-ce que c'est secret? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui est en avance Non. un petit peu
sur le monde. D'ailleurs, sachez, c'est la première fois que je vais en parler dans ces podcasts, que ce matin, l'Ethereum s'est encore une fois cassé la gueule. Donc, c'était une Ouais, opportunité pour les plus opportuns, on va dire. Qu'est-ce que tu fais comme investissement, pour Ali? racheter. Mais justement ça. Donc, j'ai commencé avec la crypto et tout. Et là, dernièrement, il y a les NFT qui sortent. Honnêtement, d'ailleurs, ça, enfin, faut préciser ça, c'est pas du tout un conseil financier aux gens. Ne jouez pas avec de l'argent. Et puis surtout, pas avec de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc, tout ce que je vais dire, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre. Donc, à part en crypto, c'était des investissements long terme. Donc, honnêtement, je stackais juste en Ethereum, en Bitcoin. Je regardais même pas genre les prix. Tous les mois, je me disais, j'ai dû mettre, je sais pas, moi, 500 000, peu importe, en Ethereum et Bitcoin et peut-être un peu de Solana et tout. Tu vois, les trucs de base. Donc, j'ai acheté Solana, ça et ouais. puis c'était. Ouais. C'est pas ouf Et, en ce moment, ça, hein. mais rien n'est ouf en ce moment. Justement, c'est le Mais moment, après, c'est le moment. ça, c'est le moment de rentrer. Ouais. En ce moment, je crois on est à 3300, j'ai vu ce matin, En Ethereum, vrai, 30. on le répète, on n'est absolument pas conseiller financier, même si Ouais. je le dis dans ce podcast, il y a peut-être des choses qui vont se dessiner pour nous. J'en dis pas plus, c'est peut-être une surprise. Encore une fois, on n'est pas conseiller financier, n'écoutez pas, enfin ne reproduisez pas ce qu'on peut dire, ce qu'Ali peut dire, ce que je peux dire à ce sujet-là. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Les cryptos, on n'y croit pas. Les NFT, on n'y croit pas. C'est que des choses qui sont potentiellement, on va dire, nouvelle. C'est pas vraiment nouveau en réalité, mais c'est une façon de penser. Ça peut être intéressant dans certains points. Encore une fois, faites-vous votre propre avis. N'écoutez pas forcément, enfin, du moins, ne prenez pas exemple sur ce qu'on va dire. On va sûrement se tromper dans ce qu'on fait, mais on expérimente encore une fois. Et la Ouais. vie, c'est ça, c'est d'expérimenter, de rater et d'apprendre à travers ça. Mais il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Justement, par rapport à ça, je te disais, donc j'investis en Ethereum et tout, mais à un moment, je me suis dit, tiens, Nick, ce truc de NFT, ça m'intéresse. Et donc, j'ai commencé à investir dans les NFT et aussi, c'était pour apprendre. Tu vois, genre, à un moment, je regardais un peu de loin, mais je me suis vite rendu compte que, mec, frère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jamais apprendre si tu te brûles pas un peu les doigts. Donc, j'ai pris mon. Je fais un petit disclaimer pour ceux qui s'y connaissent pas forcément, parce que tout le monde n'est pas éduqué à ça. Ça va venir forcément au bout d'un moment, tout le monde connaîtra ça. Ouais, Des NFT, c'est des non-fungible tokens. En gros, c'est de l'art numérique, même si c'est pas que de l'art. On va réduire le truc. C'est de l'art numérique. Vous achetez. C'est comme si vous achetiez un tableau, mais qu'on ne peut pas vous voler, du moins qu'on ne peut pas vous usurper. Vous en avez la propriété. Et il y a des gens qui spéculent là-dessus. Et du coup, les œuvres numériques prennent des valeurs un petit peu folles des fois. Vous connaissez tous les CryptoPunks, peut-être, ceux qui s'y intéressent, ou les Bored App. C'est des singes. Là, il y a eu un truc qui est sorti parce que Eminem et Omar Sy ont acheté des Bored App à des prix complètement fous. plein, beaucoup plus, hein. Ouais, Il y a ouais, plein d'artistes qui achètent. ça vaut énormément d'argent. C'est de la spéculation sur de l'art. C'est comme si vous achetiez un tableau et que vous dites, bah, Ouais. cet artiste, il va péter. Et, j'investis là-dessus, je le revendrai plus tard quand ça vaudra plus cher. C'est de la spéculation. Mais au-delà de ça, du côté art, il y a aussi le côté utilité. Donc chaque projet NFT, on va dire. Donc là, il y a des projets qui sortent et dans chaque projet, on va dire qu'il y a 8888 en général, c'est ça. Petit NFT dedans. Donc il y a une utilité. Par exemple, si tu rentres dans ce projet, l'utilité du projet, ça va être d'être dans un groupe d'entrepreneurs avec, genre, des fois, tu auras accès à des conférences gratuites, genre physiques, tu auras accès à des dîners, des trucs, des soirées et tout. Des fois, tu auras accès à des. Moi, j'avais investi dans un NFT aussi c'était pour pas faire de profit, mais ils collectaient leurs fonds et les fonds, c'était pour construire des écoles au Népal et tout, tu vois. Genre, c'était ça le NFT, finalement, l'utilité du truc. Donc, bref. Mais pour revenir sur ça, du coup, j'ai commencé à investir en NFT il y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'était quand j'étais à Lyon, c'était peut-être il y a 3 mois. Là, je suis en perte. Donc voilà, il faut vraiment le noter que je suis en perte. Pourquoi je suis en perte? Parce que j'ai choisi d'apprendre. Encore une fois, c'est de l'argent que j'étais prêt à perdre. Euh, j'ai choisi d'apprendre, et c'est ce que j'ai compris avec l'entrepreneuriat, d'apprendre en faisant. C'est en faisant que je me rends compte des choses. Et donc, c'est soit tu fais, soit tu écoutes les gens qui ont fait avant toi. À part ces deux, et tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux et tu traces. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec les NFT autour de moi. Il n'y a personne qui s'y intéressait. Même ceux qui s'y intéressaient, on était au même niveau, tu vois, on connaissait les bases de base.
Donc, vas-y, je me suis dit, Nick, je vais commencer. Je me suis lancé. Là, je suis en perte et je m'en fous parce qu'au moins, là, je commence à lire un peu un NFT. Je commence à connaître les projets qui vont fonctionner, ceux qui vont capoter, euh, les utilités, les roadmaps. J'arrive à lire tout ça. Donc, non, franchement. Et puis voilà. Donc, après, il y a d'autres moyens d'investir, hein. Il y a de l'investissement, comme je disais, genre sur du long terme, soit en crypto ou non, d'ailleurs, la bourse aussi. Est-ce que L'investissement. justement, parce que là, on a parlé que de ce qui était en lien avec la crypto, est-ce que tu fais que de la crypto avec ton Ouais, non, que épargne de la ou crypto. tu fais que de la crypto? Non, que de la crypto. Non, pour être honnête, déjà, j'avais depuis 2020, c'était deux objectifs. Grand un, c'était avoir de l'épargne. Donc, tu ne vas pas toucher à cet argent. Pas de crypto, rien du tout. Donc, parce que ce n'était pas de l'argent que j'étais prêt à perdre. Donc, une fois que j'ai atteint une certaine euh, somme dans mon épargne, je me suis dit, OK, là, un peu d'épargne et un peu en crypto, tu vois. C'est juste la gestion financière, finalement, la gestion du risque. Euh, et non, j'investis uniquement en crypto. Je ne sais pas si tu vas te faire ban si je commence à parler politique, mais Ça si tu me dépend. laisses faire. Si, enfin, me dis pas de dinguerie, mais Non, pas de dinguerie, mais juste avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, j'ai un peu perdu confiance au gouvernement et tout. Et la crypto, ce qu'il faut savoir, enfin, la blockchain en général, c'est géré par les gens, par nous. Parce que il y a aucune entité dans le monde qui pourra décider euh, et avoir, du coup, on a juste tous un avis à donner, mais on ne peut pas, du coup, changer le cours des choses parce que c'est la majorité toujours qui décide. Tu vois, en soi, là, j'ai résumé de manière totalement débile, mais c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à la bourse ou par rapport à toute autre chose qui est gouvernée par le dollar, par exemple. Euh, c'est pour ça que j'investis juste en crypto. Je crois plus trop en nos gouvernements. Donc, je me suis dit, putain, vas-y, tiens. Et je pense que dans le futur, en plus, on commence à voir plein de trucs qui sortent un peu des NFT. Il y a pas mal de personnes qui au moins savent c'est quoi le Bitcoin et tout. Donc ça ne m'étonne pas que dans 15-20 ans, on commence à utiliser le Bitcoin ou l'Ethereum ou le Solana comme moyen de paiement en ligne, comme un peu, tu vois, au lieu je t'envoie sur PayPal ça de a déjà l'euro. commencé vraiment de toute façon. Je rebondis Ouais. là-dessus. Tu m'as dit que tu croyais plus trop en les gouvernements, sur quoi investir. Moi, je vous garantis, les amis, il y a une seule chose sur laquelle vous devez absolument investir, c'est sur vous-même. Et ça, c'est très, très Ouais. important. Ali en est l'exemple même. Investissez sur vos connaissances et vos capacités à faire quelque chose pour vous, déjà, pour vous améliorer vous, et après, pour améliorer la vie des autres. Savoir donner du contenu, savoir donner de la connaissance, transmettre des connaissances aux autres, c'est quelque chose qui est très important, dans le sens où actuellement, Ali comme moi, si jamais, bon, je ne nous le souhaite pas, et vraiment, il n'y a pas de raison pour que ça arrive, mais si tout notre capital financier venait à se casser la gueule, tout là, on me supprime tous mes comptes, on me supprime tous mes biens immobiliers, etc., eh ben, je serais forcément triste, je serais affecté, c'est sûr, parce que je changerais radicalement de vie, mais je referais les choses, je reconstruirais les choses petit à petit et ça ne me dérangerait pas de retravailler différemment. Je l'ai dit dans le podcast avec Théo qui est sorti à l'heure où vous écoutez celui-là. Allez écouter le podcast avec Théo, il est assez exceptionnel. Vraiment, je pèse mes mots. On n'a quasi pas parlé de bodybuilding, on n'a parlé que d'entrepreneuriat. Théo, c'est quelqu'un qui est incroyable dans le travail. Vraiment, allez écouter ce podcast si vous ne l'avez pas écouté. Si vous avez 1 heure et demie devant vous, écoutez-le. Vraiment, je sais qu'Ali comme moi, on se comprend parce qu'on est prêt à repartir de zéro et c'est absolument pas un problème. Je ne nous le souhaite pas encore une fois, mais c'est faisable parce qu'on a quelque chose qui nous anime en nous, qui est l'envie toujours d'apprendre, de comprendre les choses et il n'y a pas de fin à tout ça. C'est pour ça que tu me parlais d'objectifs de chiffres tout à l'heure, que tu t'en fixais pas vraiment. Nous, on s'en fixe pas non plus parce que une fois que tu as dépassé ton objectif, tu te sens vide en réalité parce qu'il est là, tu te dis, OK, ouais, c'est fait. C'est comme dans le sport, hein, c'est exactement la même chose. Je fais le parallèle. Tu te dis, je veux faire cette barre au squat, je veux passer les 200 kilos au squat. Je vous garantis, et vous le savez tous, ceux qui entreprennent comme nous et qui sont motivés par toujours faire mieux, le jour où vous faites votre barre des 200 au squat, alors moi, j'ai jamais fait 200 au squat, mais je donne cet exemple-là, où le jour où vous dépassez 10 000 de chiffre d'affaires sur votre entreprise dans le mois, vous le faites en fait et vous vous dites, ouais, ok, rien n'a changé. J'ai toujours pas de super pouvoir. Je vole pas au-dessus Ouais, des surtout, immeubles. putain, c'est vrai. Rien ne change. C'est limite frustrant.
en fait. On se dit, ouais, ok, bon, c'est cool, ça change quoi? Ça change mon mode de vie? Non, ça change rien. Ça change rien du tout. J'ai fait un podcast sur les biens matériels aussi que vous pouvez écouter parce qu'il sera déjà sorti à partir de quand vous écouterez ce podcast-là. Les biens matériels, matériaux, je ne sais pas, excusez-moi pour mes fautes de français. Tu vois, Ali, tu parles mieux que moi. Les biens comme ça, en vrai, hein, c'est comme tout. Hein, vous achetez une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle voiture, etc. Au départ, vous y faites vachement attention. Vous dites, ah putain, attends, faut pas que quelqu'un marche sur mes pompes et tout. Elles sont toutes blanches. Il y a quelqu'un qui marche dessus, vous pétez un câble. Quelqu'un salit votre voiture, etc. Vous pétez un plomb. Au bout d'un moment, vous en avez plus rien à foutre parce que le matériel, c'est acquis, c'est là, mais ça vous change pas vous-même, en fait. Au fond, vous êtes toujours la même personne. Et ce qui est important, c'est le désir de toujours avancer, faire mieux, apprendre et évoluer en tant qu'humain. Je sais pas ce que tu en penses, Ali. Mais je pense que tu me connais, hein, depuis qu'on se connaît, genre, quand je suis à Rennes, je suis toujours en déplacement en bus, en métro. J'ai pas de voiture, hein. Alors, information déjà, disclaimer à toutes les personnes qui écoutent, j'ai pas de voiture, j'ai pas de loyer fixe en soi, vu que je bouge beaucoup. J'ai toujours pas acheté en immobilier. Bon, ça, c'est peut-être une erreur de ma part, mais bon, ça, c'est pour investir en immobilier, je vais commencer à le faire bientôt. Euh, à part ça, tout ce qui est. Ce que je me dis, moi, je sais que je suis très jeune et des fois, à cause de ça, je tends à prendre des gros risques. Tu vois, moi, genre, ça se trouve, demain, je vais avoir une opportunité en crypto ou quoi. Je vais y mettre toute mon épargne et tout ce que je gagne par mois. Mais Donc, j'ai pas envie d'avoir un truc qui m'en empêche. est-ce que tu vas mieux vivre le fait d'avoir mis toute ton épargne dans de la crypto et que ça se soit cassé la gueule, ou est-ce que tu vas mieux vivre le fait que peut-être que tu loupes le coche, tu ne mets pas l'épargne dans la crypto et un an après, tu regardes et tu vois, ça a fait plus 20 000 et quand tu regardes le truc, tu te dis, putain, j'aurais dû mettre l'oseille. Non, moi, je préfère. Honnêtement, alors quand je le dis, c'est vrai que émotionnellement, c'est dur après derrière, mais je préfère quand ça capote, hein. Enfin, pas, je préfère prendre le risque et savoir que ça va potentiellement capoter. Est-ce que, Je et préfère prendre alors, ça plutôt que de vivre dans en, le si en seulement. vrai de vrai, hein, en vrai de vrai, est-ce que ça rate souvent, sincèrement, en étant totalement Euh, sincère? bah, ça a raté mec, ça a raté plusieurs fois. Si tu veux qu'on parle de mes échecs, mec, ça a duré 12 heures cet épisode. Parce que déjà, quand je disais que C'est quoi ton plus 2020, gros ça a échec? raté. Selon quoi, c'est quoi ton plus gros échec? Il y a un moment avec mon agence, déjà on était à 1000 par mois, après plusieurs années de travail, hein. Donc 1000 parce que justement Covid et tout. En même temps aussi, j'avais pris la grosse tête, alors que j'avais pas de quoi prendre la grosse tête. Donc t'imagines, tu tombes de 10 à 1000. Alors attends, Euh, pareil, disclaimer, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai les chiffres sous les yeux parce que je voulais en faire un podcast, j'en ai discuté avec Simon la semaine dernière. Petite information, en janvier 2020, Training Therapy, ça générait en chiffre d'affaires 650 euros par mois. En chiffre d'affaires, je ne parle même pas de bénéfices, hein. 650 balles hum. par mois en janvier 2020. Donc, tu vois, on peut tomber encore plus bas que ça. Ouais, non, on peut. Tu vois, et ça, c'est parmi les moments, tu vois, où je me suis dit, putain, j'ai bien fait J'ai aucun crédit, j'ai rien. Parce que je sais que malgré le fait que mon agence soit là depuis 3 ans, je sais que 3 ans, c'est rien, c'est encore un bébé. Tu vois, donc il y aura encore des grosses fluctuations. Et les fluctuations aussi dépendent de moi, de mon caractère. Et ça, me connaissant, je sais que je suis quelqu'un de très impulsif. Donc l'impulsion, ça vient avec ses risques. Donc tu vois, donc non, honnêtement, si tu parlais d'échecs aussi, j'ai pas mal perdu en crypto. Des échecs aussi, j'ai pas mal perdu en relation, parce qu'à cause de l'entrepreneuriat, je sais pas si on pourra en parler. Tu vois, tu te fais briser le cœur comme ça, là, parce que tu n'es jamais disponible. Euh, Pas mal de trucs aussi, tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que genre, je vais pouvoir trouver quelqu'un alors que j'ai un style de vie un peu différent? Est-ce que ce quelqu'un va pouvoir voyager avec moi ou je vais commencer à être obligé à rester à la maison? Est-ce que Euh, justement, dans nos vies d'entrepreneurs un peu digitaux, c'est pas ça le vrai manque en fait, parce que l'argent, l'expérience, tout ça, tout ce qu'on apprend à être connecté avec les gens de loin ou de près, à apprendre des choses vis-à-vis des autres, etc. Est-ce que le manque en fait, c'est pas l'être humain social qui est à côté de nous? Si, justement, comme je te dis, parmi les personnes que je connais dans mon entourage, je suis peut-être la personne la plus pauvre, celle qui génère le moins. Ça aussi, j'ai fait exprès aussi d'avoir ce genre d'entourage.
Mais j'ai un pote qui a mon âge, peut-être un an en moins, il a fait, je crois, 600 ou 700 000 euros de bénéfices cette année. Bon, il est aussi dans d'autres trucs. Mais pareil, il se plaint la même chose, tu vois, genre, est-ce que je vais jamais trouver quelqu'un? Est-ce que, genre, bizarre, est-ce que je serai toujours tout seul? Personne ne me comprend. Donc, il y a vraiment un manque qui se crée. À un moment donné, euh, tu commences à te remettre en question. Et si honnêtement, tu n'as pas les convictions solides et si ce que tu fais n'a finalement aucun sens pour toi, ça peut être très très dur. C'est pas mon cas, parce que ce que je fais, je préfère ce que je fais. Mais c'est vrai que des fois, tu te sens un peu lonely, tu te sens seul. T'es un peu, il y a un peu un sentiment de solitude, d'incompréhension, d'isolement des fois, surtout d'isolement d'ailleurs. Donc, je sais pas si toi aussi ça t'arrive. Après, bon, je sais que toi, tu vis avec quelqu'un. Ouais, non? Ouais, ouais, bien sûr. Moi tout est calé de ce Paxé, non? côté-là. Ouais, 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 tout est calé de ce Ouais. côté-là. Moi, j'ai ma vie de famille, on va dire. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la vraie vie. J'entreprends sur les réseaux sociaux et sur Internet parce que je pense que c'est le moment de le faire. Ça me plaît, hein, je vais pas te mentir, ça me plaît, mais ça me permet aussi d'être libre dans ce que je fais de mes journées. Et encore une fois, je reste kiné parce que j'aime rencontrer des gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime discuter, voir les patients, etc. Je suis un être humain qui est la définition d'un être humain, hein, social avant tout. Donc, tout ce qui se fait à distance, c'est bien parce que effectivement, c'est la vague du moment et tout va plutôt fonctionner comme ça, je pense, heureusement ou malheureusement. Je ne saurais pas dire. Je te poserai la question à la fin de ce que tu penses là-dessus, de tout ça. Mais je reste quelqu'un de social par définition. Mais c'est pas forcément facile dans le sens où quand tu travailles comme ça en digitalisé, tu vois pas forcément grand monde. Je sais pas. Est-ce que tu as vu des gens aujourd'hui là, Ali? Euh, Ce matin, j'allais à la salle, j'ai vu deux vieilles, mais genre, et c'est tout. Non, mais en soi, voir, là, j'ai fait des appels, tu vois, là, on est sur Zoom. Mais c'est vrai que c'est différent. Genre, non, je vois C'est pas pas la grand même monde, chose. là. Ouais, c'est pas la même Non, chose. c'est pas la même chose. Mais bon, moi, c'est différent parce que moi, déjà, comme je te dis, je suis introverti. Donc, ne pas avoir de gens, genre, si c'est juste pour rencontrer des gens que je connais pas ou genre que je connais vite fait, moi, déjà, ça, de base, j'aime pas. Mais le fait de pas avoir d'avoir vraiment des relations, genre, solides, euh, ou genre des relations, la même personne de manière, voir la même personne de manière récurrente ou quotidienne ou fréquente ou enfin, fréquemment et tout. Ça, par contre, ça me manque. Ça me manque parce qu'avant, c'était le cas. Bah, quand je dis avant, c'était vraiment quand j'étais à la fac et tout. Là, non. Et après, ça devient aussi dur parce que, mine de rien, et c'est plus fort que toi, ça devient plus fort que toi, tu n'arrives plus à te connecter avec les personnes qui ne sont pas dans le même mindset. Je dis pas forcément des entrepreneurs, mais je dis des personnes qui sont bosseuses, travailleuses, Exactement. euh, C'est matures, exactement ça. etc. Donc, Tu vois, on dit souvent que tu es le reflet des 5 personnes que tu côtoies le plus. ouais. Et toi comme moi, on choisit un petit peu, alors c'est pas voulu, hein, mais on choisit les gens qui nous entourent et qui nous tirent vers le haut. Moi, quelqu'un qui est un mouton de la société, qui est là, qui a relayé des trucs qui n'ont aucun sens, qui font pas avancer les choses et qui se concentre sur des faits qui sont vraiment inintéressants, comme par exemple regarder le journal télé, être sur BFM télé toute la journée, je sais Mais même plus comment on appelle ces chaînes-là. Ce genre de personnes qui vont te raconter, ça ne m'intéresse absolument pas. Et du coup, j'ai ouais. aujourd'hui la capacité de les exclure de mon entourage. Et encore une fois, je travaille en tant que kiné, donc j'ai des patients qui me racontent tout ce qui est en lien avec l'actualité, etc. Moi, sincèrement, j'en ai rien à foutre et j'ai la capacité actuelle, j'ai travaillé ce skills de fermer mes oreilles, en fait. Quand on me parle de ça, Hmm. je coupe. Du coup, ça rentre même pas par une oreille, ça sort par l'autre. Ça rentre juste pas et ça ne m'intéresse pas. Ouais, J'arrive à ouais. filtrer tout ça. Et vraiment, vous êtes, ceux qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes le reflet des personnes que vous côtoyez le plus. Et le fait d'écouter ce podcast, en fait, vous êtes limite en train de nous côtoyer, digitalement parlant, C'est on vrai. va dire. Et on espère qu'on va réussir à vous aider, à vous tirer vers le haut et que par ailleurs, dans les commentaires, etc., vous allez aussi nous aider à nous tirer vers le haut. On est en train de dériver, mais c'est extrêmement intéressant de réfléchir autour de la vie actuelle de cette manière. Si on se recentre un petit peu justement sur cette digitalisation des choses, etc., sur les réseaux sociaux, les publicités, etc., comment faire aujourd'hui, selon toi, qui travaille dans ce milieu-là,
pour avoir une bonne aura ou du moins un bon rayonnement, quelque chose qui fonctionne sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur, pas en tant qu'influenceur. L'influence, j'en Hmm. discutais avec Théo dans le podcast aussi, l'influence, ça veut tout et rien dire. L'influence, ça veut dire que tu as de l'influence sur quelqu'un qui se reconnaît dans toi. Bah, tant mieux si on est tous influenceurs et que j'influence quelqu'un dans le bon sens. C'est bien, mais un influenceur qui est là, qui montre ses fesses sur Instagram au bord de la piscine à Dubaï pour vendre des thés détox, ça n'a aucun sens. Donc, ce n'est pas de cette influence-là que je parle, c'est plutôt de l'influence positive. Comment faire aujourd'hui pour avoir des clés pour lancer son business et être influent positivement, on va dire, sur les réseaux sociaux du moins. En soi, il y a des trucs, déjà, il y a des KPI, il y a des repères qui ne mentent pas, tu vois. La première chose, c'est d'avoir un très, très bon produit ou service. On va prendre l'exemple d'un produit. Un très bon, genre le meilleur sur le marché, où tu vises à ce que ce soit le meilleur sur le marché. Point. Genre, si la qualité n'est pas là, tu as beau avoir les meilleures stratégies, les plus gros influenceurs derrière toi, ou plus de micro-influenceurs autour de toi, ou genre peu importe la stratégie, ça va capoter, parce que voilà, les gens, aujourd'hui, justement, à cause de la digitalisation, les gens ne sont plus trop facilement euh, escroqués, ça se dit escroqués? Je sais pas. On peut plus trop leur vendre n'importe quoi sur Internet en soi. Donc ça, c'est hyper important, que ce soit un produit ou un service hyper qualitatif. Ensuite, la seconde chose, c'est vraiment d'apporter beaucoup de valeur. Mais quand je dis beaucoup de valeur, c'est la valeur que tu te dis, ah ouais, non, ça, je vais pas le mettre en ligne parce qu'il n'y a que les gens qui vont me payer, qui ont accès à cette information. Ça, c'est le genre d'information que tu dois justement mettre en ligne. Et je rebondis peut-être sur vous, Trading Therapy. Je te cache pas que pas mal de fois, bon, c'est vrai que je viens souvent te casser les burnes sur Insta pour te demander genre des routines pour mes épaules qui cassent tout le temps. Mais à part ça, je vais des fois juste regarder des posts sur Insta. Je ne viens même pas te parler, je te paye même pas. Et je regarde une routine d'échauffement où j'ai mal, j'ai peut-être un début de pubalgie ou peut-être j'ai les symptômes d'une pubalgie, peu importe. J'ai regardé, ils ont balancé 8 vidéos là-dessus explicatives et tout. Ça, c'est des trucs de coaching 100%. Mais le truc, c'est que quand je vois ça, moi déjà, en salle de sport, j'utilise ça et tout le monde voit que je regarde leurs vidéos. Et en plus, quand j'aurai des questions ou si quelqu'un me pose des questions ou parce qu'en salle de sport, avec en toute modestie, je suis quand même une autorité parce que je soulève bien, etc. Je vais rapidement dire c'est training thérapie. D'ailleurs, pas mal de fois, je vous dis, tiens, j'ai quelqu'un qui veut être coaché à l'UNI Merci d'ailleurs. et tu vois. Mais non, mais c'est comme ça que ça marche, tu vois. Donc, qualité et aussi déjà sur les réseaux, vraiment donner pas mal, pas mal, pas juste pas mal, mais beaucoup de valeur juste gratuitement et les gens vont venir. Et aussi, c'est inconscient chez vos clients, chez vos futurs clients. C'est inconscient. Il va se dire, putain, il donne autant de trucs gratuitement. Ça se trouve, c'est coaching, genre, c'est un délire. C'est un délire que j'ai jamais vu et il faut vraiment que je teste. Il va en plus se reconnaître en vous, il y aura de l'empathie, etc. Et ils vont vraiment kiffer ce que vous faites. Donc ça. Ensuite, bon, pour entrer un peu plus dans le technique, il faut connaître l'offre exacte que vous avez. Donc, par exemple, Training Therapy, leur offre, leur niche, c'est les personnes en préparation physique, c'est la gestion des blessures, c'est la prévention des blessures, tu vois. Donc, quand j'ai Training Therapy, je sais c'est quoi. C'est pas juste préparateur physique issu de l'école d'Anani. Donc, il faut vraiment choisir une niche, une offre particulière et vraiment brander le tout autour de ça. Donc, c'est un peu, on va dire, la base. Et ensuite, tu commences à construire autour de ça. Tout ce que tu fais, c'est autour de ça. Comme ça, les gens, ils vont rester dans le même environnement digital, on va dire. Donc, il va voir sur Instagram, Facebook, YouTube et tout. Ça parle de la même chose, c'est les mêmes choses, c'est le même message, etc. Et donc, finalement, les gens vont venir vers toi. Donc, ça, c'est peut-être le top 3. Mais genre, vraiment, le gros focus, c'est service de qualité de ouf, vraiment, irréprochable. Et deuxième truc, aller chercher des clients en proposant du contenu gratuit. Après, si vous n'êtes pas sur... parce que bon, quand tu es coach sportif, c'est un peu compliqué d'aller prospecter, genre d'aller voir les gens pour leur dire est-ce que tu veux un coaching, parce que c'est comme si tu allais voir quelqu'un, tu dis salut, t'es gros. Tu vois, donc ça ne se fait pas trop. Mais par exemple, moi, en tant qu'agence, l'un de mes focus aussi, c'était il ne faut pas procrastiner sur la prospection. Donc, il faut aller parler aux gens parce que faut arrêter, il faut vraiment sortir les doigts
des narines. Et il faut comprendre que même si toi, tu as fait un diplôme Bac plus 14 dans le marketing digital, si tu n'en parles pas autour de toi, personne ne saura ce que tu as fait. Et c'est pas parce que tu as ce diplôme que tu es censé gagner beaucoup d'argent. Il faut vraiment parler aux gens, il faut aller dire aux gens ce que tu fais, la valeur que tu apportes. Et même quand tu vas prospecter, finalement, tu le fais de manière aussi, tu ramènes beaucoup de valeur. Donc, comme j'ai dit, j'ai signé Fitness Park en leur donnant de la valeur gratuite. J'étais un stagiaire, j'étais même pas rémunéré. Aussi, peut-être, vas-y, des miettes, quoi. Et j'aurais fait un audit. À lui seul, il aurait pu leur servir. Mais finalement, ils m'ont dit, tiens, je vais te payer. Donc voilà, il suffit juste que tu aies ton premier, deuxième, troisième client pour que ça commence à devenir une routine et ça commence à prendre. Et ça aura un peu plus de sens dans le futur. Du coup, si on résume, contenu gratuit, de qualité, évidemment. Ouais. Ensuite, se créer une niche, vraiment un client cible, on va dire, même si voilà, Mhm. c'est pas forcément simple, ça vient avec l'expérience, parce que tous les entrepreneurs qui vous vendent des formations là-dessus ils vont vous dire, oui, il faut que vous définissiez votre client avant même de lancer. Ok, ouais, c'est facile à dire, mais en vrai, c'est C'est plus dur, compliqué que en ça vrai, sur le c'est terrain. dur. Ouais. Et ensuite, communiquer avec les gens de la bonne manière, ce qui n'est pas forcément quelque chose de simple aujourd'hui sur les réseaux. Bon, c'est un gros résumé, mais déjà, si vous travaillez là-dessus, c'est intéressant. Qui tu conseillerais de suivre à ce sujet? Des gens vraiment qui t'inspirent là-dedans, qui te motivent à faire ça et qui t'ont appris pas mal de choses, à part Tai Lopez. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de truc, mais Non, je ne le suis pas. Je ne le suis plus. Mais tu sais, quand j'ai acheté à Lopez, c'était une autre époque, hein. Mais non, franchement, j'ai aucune idée, sincèrement, qui je peux recommander parce que je regarde plus trop Instagram et tout. C'est rempli de bullshit. Mais en soi, je regarde des personnes anglo-saxonnes. Donc, il y a Alex Baker que je regarde par exemple sur YouTube. Alex Baker, c'est un gars, c'est un délire aussi. Il y a Iman Gadi que je regarde qui a un peu un rapport avec marketing digital. Il y a Matt Davella. Donc ça, c'est des personnes, encore une fois, c'est en anglais, donc je ne sais pas si ça arrange ou pas les gens. Donc il y a Matt Davella, il y a Gary Vee. Je ne sais pas si tu connais Gary Vee, Gary Vaynerchuk. si je suis. Euh, Après, je trouve que ces mecs-là, ils ont tellement de notoriété que c'est difficile de s'identifier à ce qu'ils font, mais c'est carrément hmm, intéressant, carrément. ouais, ouais. Ça, c'est les personnes que je suis. Après, pour être honnête, j'ai fait exprès de totalement changer l'algorithme, on va dire, en game sur mon Instagram. Et mon Instagram, quand je vais dessus, je sais très bien que c'est pour le divertissement. J'ai arrêté de me mentir à moi-même, hein. Genre en mode, ouais, je suis sur Instagram, mais je bosse en même temps. Si je me connecte sur Insta, c'est pour rire, partager avec des gars des trucs drôles et me casser. J'ai vite compris il y a longtemps que sur Instagram, tu risques pas, on va dire, si tu es consommateur, tu risques pas de gagner grand-chose. Et à part quand j'étais en coaching, j'utilisais Instagram pour gagner de l'argent. Donc là, je n'étais pas consommateur, j'étais justement entrepreneur. Donc j'utilisais Instagram à ce but. Là, j'utilise plus du tout Instagram dans mon business, moi, personnel, dans mon agence. Et donc, j'ai totalement filtré mon Instagram et c'est purement dit. Après, c'est pas le cas de mon YouTube. Donc, les gars les noms que j'ai drop maintenant, c'est sur YouTube. Donc, Matt Davella, Alex Becker, Gary Vaynerchuk, je sais plus, Iman Gadzhi, euh, Trey Cockrum. C'est des petits gars, hein, mais hyper intéressants. Hyper intéressants. C'est bien, tu es honnête là-dessus. Instagram, c'est avant tout du divertissement. Nous, c'est notre outil numéro un de communication. Donc, Et évidemment, toi, tu consommes pas du contenu, c'est moi, ça le truc. je m'en sers Genre, exactement. Je m'en sers à l'inverse, tu vois. Sur mon Instagram perso, j'y vais jamais. Des fois, je me connecte, j'ai 5 messages de potes qui datent d'il y a 2 semaines qui m'ont envoyé des trucs c'est ça. marrants. Je me connecte jamais dessus. J'ai un temps limite sur Insta la journée que je dépasse fortement parce que ma connexion est pas ouf. Du coup, j'ai du mal des fois à charger mes stories que je dois envoyer. Ouais. Bref, là n'est pas la question. Ali, je vais te présenter une liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des mots qui t'inspirent quelque chose, qui te représentent plus ou moins en fonction de toi. Je vais t'en donner une bonne vingtaine et tu vas devoir m'en garder 3. Ça va être vraiment des mots qui te définissent. Alors, chacun a sa définition de ces termes. Là n'est pas la question. Tu vas ensuite nous les définir pour voir ce qu'ils évoquent pour toi. Et on va se rendre compte à travers ce que tu dis que
Tout n'est qu'une question de travail et de rigueur, comme tu l'as dit au début du podcast, de toute façon. T'es prêt? Vas-y, Je go. vais, je vais y aller doucement, je vais par ordre alphabétique. Tu peux noter, tu dois m'en garder trois. C'est très, très difficile d'en garder que trois, mais tu dois m'en garder que trois. Vas-y. Allez, c'est Ok, parti. je note. Ambition, amitié, amour, argent, assurance, autodérision, autonomie, combativité, courage, créativité, efficacité, équilibre, excellence, famille, fidélité, générosité, humour, indépendance, justice, liberté, patience, performance, pouvoir, rigueur, sincérité, travail, tolérance et volonté. Si tu devais en garder que trois parmi tout cela. T'es un ouf, ça, c'est pire que l'oral du bac, ça. Il y en a plein, mais genre, je me reconnais en plein. Mais si je dois garder trois t'as dit c'est mes caractéristiques ou ceux vraiment C'est ce qui qui, m'inspirent? c'est toi, comment tu te définis en fait. Qu'est-ce qui compte pour toi, selon toi? Ok. Si je devais en garder trois, ça va être famille, euh, humour et courage. C'est quoi la famille pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mes parents et mon frère. C'est tout ce qui importe pour moi. Alors, comment t'expliques que tu me gardes famille en premier et que tu sois aussi nomade, on va dire, dans tes mouvements de vie, Ah, mais dans le sens où tu les vois pas ouais, forcément beaucoup, etc. ouais. Euh, bon, la présence physique, c'est vrai que ça a un rôle, mais c'est pour ça aussi que je rentre souvent au Maroc, hein. Donc, ça a une importance pour moi aussi de me ressourcer, de rentrer là-bas. Mais je suis toujours présent, que ce soit par message, par FaceTime et tout. Donc, la présence en soi, elle ne se ressent pas forcément juste avec une, genre, une approche physique. Mais ils savent, genre, quand je dis à la famille, ils savent très bien que c'est ma priorité numéro un et que quel que soit, si j'ai si j'ai 10 000 € que je dois investir dans un projet ou s'il faut que je les donne à mes parents parce qu'ils en ont besoin, le choix est vite fait. Tu vois. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Euh, Parce que je sais que quand j'étais jeune, vraiment très jeune, du coup, collège, maternelle, collège, lycée et tout, ils m'ont toujours mis dans des écoles excellentes, très chères, alors qu'ils n'avaient pas les moyens. Je n'ai jamais manqué de rien. Alors, encore une fois, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de tout ce que j'avais. Ils se sont endettés pour nous et tout. Donc, honnêtement, ce serait vraiment bâtard de leur part de nier ça, de le renier. Et puis, c'est juste aussi, c'est un peu qui je suis, tu vois. Donc, priorité numéro un, c'est la famille. Et ensuite, j'ai bien mis humour, parce que je me trouve drôle. J'ai pas balancé de blague aujourd'hui, parce que j'ai encore pas mangé. Mais souvent, c'est quand je mange que je deviens drôle, parce que mon cerveau, il s'éteint. Et du coup, après, j'ai mis courage. Pour moi, courage, ça englobe pas mal d'autres caractéristiques ici. Mais pour moi, ça commence toujours par ça. Très Je vais bien. t'inspirer. C'est intéressant dans le sens où, tu vois, toutes les personnes avec qui je discute sur les podcasts, on a au moins une valeur commune quand tu les dictes. Là, la valeur qui nous... Bon, après, il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Là, je t'ai demandé d'en choisir trois, mais c'est difficile. Là, tu vois, tu as sorti humour. C'est une de mes trois premières valeurs aussi. On est des gens qui m'ont bien rigolé. Encore une fois, l'être humain, il est social. Rigoler, c'est Je très sais que t'es important drôle, toi. dans la vie. Toi, t'es drôle, mais genre, Je pense un jour me je reconvertir sais que t'es. en comique, mais j'y pense, mais là c'est chaud avec le Covid et tout, on peut pas faire trop de spectacles, donc peut-être qu'un jour je le ferai. Et les gens d'ailleurs aiment bien, tu vois, ce trait de Mais personnalité. pas mal de fois, d'ailleurs, je regarde tes stories, je me dis, putain, il est con. L'autre fois en story, c'était super. Mais c'était hier, je crois, ou avant-hier. Je sais plus ce que t'as raté, bref, c'était un squat ou quoi, et t'as tapé contre un truc et t'en as fait toute une. Genre, putain, il est con.
Il est con, il est stupide. Et c'est drôle, tu vois, il y a pas mal de trucs. Des fois, tu fais des références C'est bidons. vrai. Bah, tu vois, en fait, c'est la limite des réseaux dans le sens où tout est interprété dans ce que tu fais et ce que tu peux mettre. Mais si tu mets des trucs plutôt rigolos qui te Ouais, représentent et qui vont, ça va être compris, tu vois, ça va être assez facilement compris. Cette story-là, elle était assez facilement comprise. Des fois, je peux faire des petites blagues qui ne sont pas forcément prises au bon degré et du coup, c'est toujours un petit peu difficile de jouer avec ça. Mais on se connaît, on sait très bien qu'on est ouais. des gens on aime rigoler dans la moquerie envers soi-même ou envers les autres, mais c'est toujours bon Ouais. enfant, tu vois. Ça, Ouais, c'est, d'ailleurs, j'ai hésité on à a grandi rajouter comme ça. l'autodérision. J'ai hésité à Exactement. mettre L'autodérision, tu vois, l'autodérision. moi aussi, clairement super important pour moi. Ali, Ouais. c'est très intéressant tout ce que tu nous as dit là. Si jamais je te mettais en face du Ali d'il y a 10 ans, on retour dans le futur, non, retour dans le passé. Là, tu te rencontres il y a 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais si tu étais face à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais? Déjà, acheter du Bitcoin. Euh, Mec, tu m'as volé ma réponse parce que si un jour quelqu'un me pose cette question, je vais répondre ça direct. En gros, il y a 10 ans, t'es fou, mec, j'aurais mis 100 euros sur le Bitcoin, mec, il y a 10 ans, c'était bon, on parle, genre, je te parle même plus, là. Non, ça, c'est sérieux en soi, j'aurais fait ça, j'aurais fait les bons investissements, je me serais formé. Je me serais dit que ça, ça va aller, euh, toujours, ça ira, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui bosse, et tant que c'est le cas, ça va toujours aller, j'ai toujours trouvé le moyen de m'en sortir. Et aussi, je me serais conseillé de choisir comment investir mon temps et aussi de changer finalement mes frustrations, non, pas du tout. De changer mes potes, mon cercle d'amis, de mieux le choisir, de choisir des gens qui sont ambitieux, qui veulent avancer dans la vie et pas, bon, je ne vais pas comme ça critiquer, mais j'aurais changé ça, ça aurait été la première chose que j'aurais changé. Parce que je me dis, si à 15 ans, non, plutôt il y a 10 ans, donc j'avais 14 ans. À 14 ans, j'étais autour de personnes qui étaient dans le même mindset que les gars que je connais aujourd'hui, ou les meufs. Euh, ouais, ça aurait été très, 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 très différent aujourd'hui, du coup. Mais bon, il est jamais trop tard. Les amis, très intéressant ce que vient de dire Ali. On va finir là-dessus. N'oubliez pas que tout est une question de travail et d'ambition. On ne peut pas refaire les choses, mais encore une fois, il vaut mieux vivre avec des regrets que des remords. Faites les choses. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ça vous aura donné de l'expérience. Et surtout, vraiment, lancez-vous. N'hésitez pas à le faire. Ali, on est encore une fois un exemple assez impressionnant. On a parlé pas mal d'argent au départ que vous compreniez un petit peu ce qui se passait derrière tout ça. Mais les chiffres, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'expérience et surtout le plaisir que vous prenez à générer tout ça et à apprendre les choses. Encore une fois, si on devait repartir de zéro, eh ben on repartirait de zéro. Ce n'est pas un souci. Merci Ali pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous nos auditeurs ou pas? Comme a dit Thomas, lancez-vous. Je sais qu'il y a pas mal de kinés qui écoutent. Euh, Croyez-moi qu'aujourd'hui, l'ère digitale, on vit dans une ère vraiment qui va vous aider, qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre. Et apprenez des gens comme Thomas et Simon, Train Therapy. Arrête, mec, arrête. Euh, Tu nous sauces trop là. si, mais Arrête, arrête, arrête. non, 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 c'est vrai parce que tu as dit tout à l'heure, j'ai vu l'évolution et quand j'ai commencé à, genre, tu sais, quand je vous ai accompagné sur quelques mois, je savais combien vous chiffriez. Aujourd'hui, je vois aussi l'évolution. Je sais que c'est juste du travail, de la rigueur. Mais je sais également que tu vois, que ce soit vous, moi ou Théo, peu importe, on n'est pas exceptionnel. On n'est pas des Elon Musk. Et la seule différence, c'est qu'on y croit, on a du courage et on avance. Tête baissée, on avance. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste se lancer et y croire. Encore une fois, on termine sur ces termes. Tout est réalisable tant que vous mettez tout ce que vous avez en moyen, en œuvre pour réaliser les objectifs que vous fixiez, que ce soit des objectifs chiffrés, des objectifs écrits, subjectifs, objectifs, peu importe. Quand vous voulez faire quelque chose, donnez-vous les moyens de le faire et vous allez y arriver à force de travail et d'abnégation. Allez, merci encore pour ton temps. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Si vous voulez suivre Ali sur ses réseaux sociaux, même s'il n'y est plus beaucoup, tu peux peut-être donner le nom de l'agence pour ceux que ça peut intéresser. azmedia.fr ou bien me azmedia.fr, je contacter le, je, sur je le, Insta, Ali je le mets- Otama. je le mettrai en lien du podcast. Ouais.
Donc, l'agence AZ Media, Ali Voutana sur les réseaux sociaux, Instagram, le plus important. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce long podcast. On espère que ça vous aura donné un peu de détermination, un peu de motivation à faire ce pourquoi vous êtes fait. Les amis, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bisous!